Facebook, Twitter et consorts sont-ils les nouveaux censeurs? On en parle avec Bernard Benamou, qui est fondateur et secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, et également en visio Fabienne Billat, consultante en communication et stratégie numérique, experte, membre du conseil d'administration de l'Institut Sapiens. Alors, je vais d'abord commencer en plateau avec vous, Bernard. Vous êtes un expert de l'Internet et de la régulation internationale. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que ces plateformes sociales ont imposé leur propre modèle de régulation? En un sens, oui. C'est-à-dire que le plus représentatif de ça, c'est Facebook, par exemple, qui a créé sa propre Cour suprême pour justement gérer les contenus et d'une certaine manière court-circuiter les législations nationales. Par définition, ces plateformes sont transnationales, ça on le sait, et pour elles, être en mesure de s'affranchir des régulations de chaque État dans lequel elles ont l'occasion d'avoir une activité est essentiel pour éviter d'avoir à reformater leurs services dans chaque pays. Donc pour elles, c'est un impératif, je dirais, business, mais pour les États, et en particulier les États européens, cela pose parfois des questions évidentes sur le type de discours qu'elles sont amenées à censurer ou pas, qu'elles sont amenées à autoriser ou pas, et effectivement la manière qu'elles ont de joindre et d'adresser, comme on dit en anglais, leurs auditoires avec effectivement ce qu'on appelle le micro-profilage, qui est l'une des spécificités de ces plateformes, c'est-à-dire qu'elles pratiquent je dirais, une analyse extrêmement étroite, extrêmement précise des individus, et ça, à terme, puisqu'on parle de régulation, sera peut-être le champ sur lequel s'exercera la régulation dans les années à venir. Alors on y reviendra effectivement sur le problème du modèle économique de ces plateformes. Déjà, juste pour créer cette régulation mondiale au-dessus de celle des États, ça veut dire qu'il faut trouver un point commun pour chaque nation, finalement. Point commun qui n'existe pas, sauf à créer un jour un traité international sur la régulation des contenus. C'est ce que j'allais dire. Très loin. Et en tant qu'ancien négociateur, je peux vous dire que c'est... En fait, ils inventent une régulation paranationale. Non, en fait, fondamentalement, ils dérivent de la vision américaine du droit, donc du free speech, donc de la liberté d'expression telle qu'elle est protégée par le premier amendement aux États-Unis. Et partant de là, ils ont pensé qu'ils pourraient, entre guillemets, fonctionner de cette manière dans l'ensemble des pays. Certains ont été bloqués net, certains services comme Facebook ne sont pas accessibles dans certains pays comme la Chine, mais fondamentalement, ils ont essayé de promouvoir, d'une certaine manière, la vision américaine du droit. Et on voit aujourd'hui que ça pose des questions évidentes, là où pour nous, Européens par exemple, le discours de haine tombe sous le coup de la loi. Et ça pose aussi des questions aux États-Unis, même en ce moment. Désormais aux États-Unis, on voit que ça a pu... Et je pense que c'est plus que la liberté d'expression, c'est justement le ciblage qu'ils ont pu effectuer qui a permis à des groupements extrémistes, QAnon pour les conspirationnistes ou autres, de se structurer et donc de pouvoir étendre leur audience sur l'ensemble des États-Unis. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, même aux États-Unis, des grands industriels comme Tim Cook pour Apple disent que ce modèle économique des grandes plateformes est devenu toxique pour la démocratie. Alors, on va donner la parole à Fabienne Billat qui mène une activité de veille intense et professionnelle sur les réseaux sociaux, dans le domaine du numérique et de l'entreprise, mais vous y êtes très présente. Est-ce qu'il vous semble que ces plateformes sociales aujourd'hui sont plutôt liberticides ou au contraire libertaires ? Alors, bonjour et merci pour l'invitation. J'aimerais tout d'abord poser un petit peu le droit, même si je ne suis pas avocate et que je ne vais pas faire d'ultra-crépidarianisme, comme l'indique parfois Étienne Klein. Mais il y a un droit à l'expression anglo-saxon et européen qui sont fondamentalement différents. Effectivement, Bernard le rappelait avec ce premier amendement qui interdit au Congrès d'adopter des lois qui limitent la liberté de religion et d'expression et la liberté de la presse. Donc ça conditionne effectivement complètement le droit anglo-saxon et ça diverge totalement également du droit européen. Et c'est aux plateformes d'être responsables et d'intervenir face aux mouvements et aux propos les plus contestables. Donc, les acteurs privés sont des acteurs privés d'ailleurs justement américains qui ne s'autorégulent pas, ils ne sont pas soumis par ce premier amendement. Et puis il faut savoir aussi que le Texas, d'où émane cette proposition de loi par Greg Abbott, est un État assez particulier, c'est-à-dire par exemple ils ne payent pas d'impôts, ils sont assez indépendants. On se rappelle de la panne d'électricité qui les a tétanisés pendant quelques heures. On peut parler également du Kremlin. Avec Poutine, enfin le Kremlin, qui reproche aux grands réseaux sociaux étrangers leur modération des contenus politiques, évidemment, et qui avait ralenti considérablement l'activité de Twitter début mars avec les contenus qui soutenaient l'opposant Alexei Navalny. Donc,
Après, on y reviendra, mais je trouve qu'effectivement, on a des réseaux sociaux avec des espaces d'expression avec différents modes d'usage, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, parce que là aujourd'hui, en fait, il y a deux camps qui s'affrontent, hein. Il y a un camp qui dit ces plateformes aujourd'hui ont trop de pouvoir et font trop de contrôle finalement sur ce qu'elles diffusent, et ce sont les nouveaux censeurs. Et puis d'autres disent au contraire, elles laissent passer tout et n'importe quoi. C'est un lieu où il se passe trop de choses contre les principes de la démocratie, et donc il faut davantage d'intervention. Quelle est votre vision aujourd'hui de ces plateformes? Est-ce que vous les voyez liberticides ou libertaires? Je ne vais pas trancher. Donc pour vous, le problème, il n'est pas là? C'est pas la bonne question qui se pose? Alors justement, c'est un petit peu dans les perspectives qui se mettent en place avec le DSA et le DMA, et notamment le DSA qui se met en place en Europe. Et moi, je crois fondamentalement qu'il faut qu'on retrouve nos cadres avec nos lois. Alors, je parle de l'Europe, bien entendu, je ne peux pas parler pour les États-Unis ou pour le Kremlin, mais il me semble que ce sont des projets qui vont permettre de doter l'Union européenne d'un cadre de responsabilité. Et pour ma part, il me semble que c'est déjà en amont sur nos lois que l'on doit cadrer toute cette législation, mais sachant que c'est effectivement difficile puisque les usages numériques sont éminemment mobiles et difficiles à circonscrire, et de fait c'est difficile aussi d'établir des lois en amont. Alors là, on est un petit peu en retard, je trouve, mais c'est pas grave, on peut peut-être rattraper un peu le temps perdu, en tout cas en Europe, en créant un cadre législatif, mais qui soit également souple, aussi souple, peut-être pas aussi souple que le numérique, mais bref, qui permettent justement de périmétrer un petit peu nos usages en fonction de nos valeurs et de nos cultures européennes. Bernard, est-ce que c'était juste de bannir Donald Trump? Est-ce que c'était à Twitter, par exemple, de le faire, de prendre cette décision? Alors, la décision en elle-même pose un problème énorme. C'est-à-dire, s'il est possible pour une plateforme de surcroît américaine de bloquer, de censurer, de déplatformiser, c'est comme ça qu'on dit là-bas, le président des États-Unis, alors évidemment, n'importe qui peut être l'objet d'une censure préalable ou ex post, peu importe. Donc, cette décision, quelle que soit l'idée que l'on a, et pour tout vous dire, et là, sans trahir de secret, mes opinions sont exactement aux antipodes de celles de Donald Trump, mais le fait qu'une plateforme ait ce pouvoir, ou que des plateformes, puisqu'il y a eu YouTube, il y a eu effectivement Facebook, toutes les plateformes, oui, voilà, ont déplatformisé, au point qu'il envisage désormais de créer son propre réseau social, après avoir indiqué à ses supporters d'aller sur Parler ou Gab. Maintenant, il veut créer, soi-disant, son propre réseau social. Ce qui est intéressant, parce que ça veut dire qu'il considère que le pouvoir, en fait, est entre les mains du réseau. Absolument. Mais de fait, aujourd'hui, ce en quoi ces décisions de déplatformisation sont dangereuses, c'est qu'elles montrent qu'il y a un pouvoir qui est sans partage. Et donc, qu'elles aient été applaudies par des démocrates qui disaient oui, c'est une bonne chose, parce qu'il appelait à l'insurrection, etc., ça montre surtout que le droit américain prouve sa limite, dans la mesure où, effectivement, le premier amendement, qui a toujours refusé de pouvoir censurer des propos de haine, se retrouve face à un risque démocratique majeur. C'est-à-dire que les États-Unis disaient la base de notre démocratie, c'est la liberté d'expression. Or, aujourd'hui, ils se rendent compte que cette liberté d'expression, mal gérée par des plateformes avec des intérêts qui sont évidemment pas du tout convergents avec celui de la démocratie parfois, peuvent mener à des dangers, et c'est aussi vrai en Europe, et c'est pour ça, effectivement, que la régulation... Tout à l'heure, Fabienne Bia évoquait les deux régulations majeures qui sont introduites par la Commission européenne. Digital Services Act. Et Digital Market Act. Et il y en est une troisième que je recommande à tous vos auditeurs, qui est très importante pour la régulation dans ces secteurs, c'est le DGA, Data Governance Act, qui va justement gérer la manière dont les acteurs collectent, rassemblent et traitent les données des usagers. Et je pense que là-dessus, il y a un vrai progrès, une vraie progression à avoir par rapport justement à cette opacité dans laquelle on traite les données, parce que je crois que plus que le freedom of speech, qui est le terme donc consacré sur la liberté d'expression, c'est le freedom of reach, c'est-à-dire le droit d'accès et d'amplification par les plateformes qui devra être régulé, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas normal qu'un propos haineux, d'appel au meurtre ou un propos effectivement discriminatoire puisse obtenir une audience de plusieurs centaines de millions, voire parfois milliards d'individus.
sans que cela pose question. Et je pense que c'est ce freedom of reach, donc en gros la régulation algorithmique de ces plateformes et le traitement des données des utilisateurs à des fins de ciblage, donc ce dont on parlait tout à l'heure, le micro-profilage, le micro-targeting en anglais, qui devra faire l'objet, et il est déjà condamné aux États-Unis par des ONG de défense des droits de l'homme, mais y compris par un patron, et pas n'importe lequel, Tim Cook, patron d'Apple, qui considère que ce micro-targeting, sans citer Facebook, mais c'est évidemment Facebook qu'il visait, est devenu un danger pour la démocratie. Oui, il y a une vidéo de Tim Cook sur YouTube, d'ailleurs on la voit là à l'image, où effectivement il appelle à la prise de conscience générale contre le profilage. Apple n'est pas non plus exempte de tout traçage de ses clients. Absolument pas. Et utilisateurs. Absolument. Apple a une part de plus en plus importante de ses revenus. En fait, ce qui gêne Tim Cook, c'est le modèle économique. C'est que lui, il fait du payant, les autres font du gratuit. Non, c'est-à-dire qu'en fait, fondamentalement, lui utilise les données de ses utilisateurs pour améliorer ses propres services. Ils n'ont pas besoin de revendre ou d'avoir accès à des tiers pour effectivement essayer de monétiser les données de leurs usagers. Parce qu'il a un modèle économique payant. Et parce qu'il essaye de passer, au travers d'Apple, comme étant une société hardware, ce qu'ils ne sont plus, puisque pour l'essentiel, maintenant, leur croissance vient aussi des services. Mais ils n'ont pas la même addiction à la donnée personnelle que ne l'ont Facebook ou Google, pour ne citer que. Et donc c'est vrai qu'ils peuvent être passés pour vertueux, même si on le sait, Apple Music, Apple TV et quelques autres. Santé, wallet. Sont des services qui utilisent massivement les données de leurs usagers, sans forcément qu'ils aient besoin de les faire partir, entre guillemets, de leur écosystème. Fabienne Biya, quelle est votre analyse sur cette question? Est-ce que, au-delà d'essayer, nous, de rattraper un peu notre retard sur la régulation, est-ce qu'il y a d'autres moyens, aujourd'hui, d'endiguer ce phénomène? On a l'impression un peu qu'on a perdu la main sur ces réseaux sociaux. Alors moi j'aime bien retrouver l'usage parce que finalement ça part d'une action individuelle finalement et après des recherches sur les médias et le digital, j'indiquais après, on se rappelle de Social Dilemma, etc., tous ces éléments-là, et que finalement, pour reprendre un petit peu les propos de Bernard, que notre psychologie inspirait la technologie pour mieux la manipuler, ce qui est un constat un petit peu inquiétant, mais effectivement, pardon, rappelez-moi la question, Delphine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais je ne sais pas. Vous conseillez par exemple les grandes entreprises. Est-ce qu'on peut imaginer que les dirigeants décident à un moment de dire les réseaux sociaux ne sont pas fréquentables et on a aussi notre pouvoir d'action? C'est un peu ce que demande Tim Cook, hein. Prise de conscience générale. Vous ne pouvez pas me faire dire une chose pareille et vous ne pouvez pas me dire de utiliser les réseaux sociaux. Eh bien oui, je sais bien. Voilà. Donc effectivement, moi j'aime bien repartir à la notion de responsabilité. Voilà, le pouvoir quand même du citoyen et de l'utilisateur n'est pas négligeable. Absolument. Et je trouve qu'il faut redonner un petit peu, ce pouvoir-là et puis cette connaissance-là du citoyen. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire avancer avec le comité digital de la Caisse des dépôts et notamment des formateurs sur le terrain pour éviter cette rupture technologique et cette rupture de connaissance d'usage numérique. Parce qu'effectivement, ces espaces, ces réseaux sociaux sont des formes d'agora avec des rassemblements sociaux, mercantiles, politiques, etc. Et j'aimerais aussi indiquer que finalement chaque réseau social a par son fond et sa technologie et par sa forme des modes différents d'expression. Et j'en arrivais à une forme de conclusion, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux traditionnels, finalement, c'est l'écrit. Que ce soit le tweet, un petit peu moins sur LinkedIn, c'est moins polémique, ou c'est l'image qui sont des vecteurs de communication. Mais à mon sens, j'ai l'impression que l'écrit instaure elle prônait et favorise finalement la polémique beaucoup. Alors on peut parler de Clubhouse qui est assez récemment déployé et qui fonctionne, on verra bien dans sa pérennité, mais finalement c'est une autre version de cette agora parce que ça permet d'expérimenter l'usage de la voix. Et là je trouve qu'on ajoute une nouvelle donnée parce que la voix, il y a la vision, mais ça on peut transformer aussi un petit peu, mais la voix c'est vraiment un canal sensitif, s'il en est, qui permet d'apporter des informations supplémentaires, mais qui sont également liées à de l'émotion, à de la tonalité. Et je trouve que ça apporte un pouvoir supplémentaire et je me demande si justement, avec la voix, on pourrait sortir de ces aspects polémiques et agressifs, parce que finalement, la voix est aussi bien plus identifiable
que l'écrit. Moi, je peux avoir quelqu'un qui tweet à ma place. En revanche, parler à ma place, c'est vraiment difficile. Et là, je ne sais pas, pour en revenir à votre précédent sujet, on peut faire des deepfakes de la voix. Malheureusement, déjà. Ouais. On peut déjà, mais c'est vrai que ce n'est pas encore très populaire. En tout cas, la technologie n'est pas simple à appréhender, alors que sur les deepfakes visuels, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, cette idée que peut-être par le vocal, on va changer les choses, parce que c'est aussi un défi algorithmique. On est aussi moins à l'aise aujourd'hui sur la reconnaissance vocale avec les algorithmes. Donc, parce qu'en fait, la question du modèle économique est centrale, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, le modèle du gratuit fonctionne sur le profilage des utilisateurs, mais on ne peut pas interdire un modèle économique. On peut l'encadrer. On peut l'encadrer. Ce à quoi Tim Cook faisait appel, c'était une notion effectivement d'encadrement. Alors, il y a un encadrement politique, un encadrement, je dirais, social, mais peut-être faudra-t-il effectivement considérer que certains types de traitement de données, sachant qu'on parlait des data brokers tout à l'heure qui sont encadrés par ce nouveau texte de la Commission Data Governance Act, il faut rappeler quand même à nos auditeurs que des grands data brokers, Experian, Axiom, Oracle, peuvent avoir plusieurs dizaines de milliers de paramètres par individu et répercuter sur plusieurs centaines de millions d'individus potentiellement. Donc là-dessus, faudra-t-il réduire la voilure? Ce que demande Bertelsmann, par exemple. Le patron de Bertelsmann disait récemment, nous sommes favorables à la publicité, disait-il, mais pas jusqu'à l'intrusion extrême dans chaque seconde de la vie privée d'une personne. Et donc, que ce micro-targeting, excusez-moi là encore l'anglicisme, ce micro-profilage puisse être remis en question à terme, je pense que c'est la tendance du moment. Mais c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec le règlement européen sur les données personnelles. Et finalement, l'effet un peu biaisé, je dirais, c'est que ça pénalise les petits acteurs, parce que les gros, ils ont les moyens de se mettre aux normes. Alors, dans un premier temps, vous avez raison. C'est-à-dire que l'étape de compliance, en tout cas la mise à niveau, a été quelque chose de difficile. Mais qu'à terme, ça puisse rendre plus vertueux un écosystème, au point que, je le rappelle, à l'heure où nous parlons, 140 pays se sont de près ou de loin inspirés du RGPD. Le dernier, le plus improbable d'entre eux, c'est la Chine, qui a créé cette année sa loi sur la régulation des données personnelles et qui s'est directement inspirée du RGPD. Donc là-dessus, je crois que et Tim Cook rappelait d'ailleurs dans son intervention que vous avez montrée tout à l'heure, Tim Cook rappelait qu'il souhaitait que le RGPD s'applique mondialement. Donc vous voyez, je dirais que quand vous disiez est-ce qu'on peut interdire les modèles économiques, non, on peut les faire évoluer pour les rendre moins attractifs, ce qui est en train d'être fait, et il faut remarquer que l'administration américaine là-dessus est en train de changer radicalement. Et avec effectivement des acteurs historiques de l'antitrust comme Tim Wu ou Lina Khan qui vient d'être nommé par la Maison-Blanche, par définition, le paysage est en train de changer et je pense que le laisser-faire par rapport à la gestion de ces données et au pouvoir absolu des plateformes est en train de marquer le pas pour être plutôt dans une logique de régulation. Et je pense qu'il ne s'agit pas de tuer ces acteurs, mais de faire évoluer ces acteurs vers un système qui sera moins toxique politiquement, démocratiquement, qui ne l'ont été jusqu'alors. Parce que Mark Zuckerberg propose lui-même de modifier un peu les textes sur la régulation en exigeant davantage de contrôle sur la modération et la mise en place de moyens de modération. Mais bon, lui, il a les moyens, effectivement, d'avoir des équipes massives de modération. On va faire réagir Fabienne Billat, qui est avec nous depuis Lyon. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce surplus de régulation qui peut peut-être réussir à modifier les modèles économiques? Alors, d'une part, je ne ferai pas confiance à Mark Zuckerberg pour faire sa propre régulation. Mais heureusement, on n'est pas aux États-Unis. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, c'est la régulation, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'encore plus avec le numérique, on est obligé d'avoir des usages pour identifier effectivement où ça va aller. Des usages aussi bien pour l'individu que pour ses acteurs privés. Et c'est difficile d'établir des règles en amont. Aujourd'hui, ces acteurs du numérique sont devenus aussi très structurants dans notre société. Finalement, c'est un petit peu notre place de marché et ça permet la voix, ça remplace aussi peut-être certains médias, ça remplace également la politique, ça remplace plusieurs choses, le café du commerce, etc. Et tout s'étale ici. Donc la régulation, évidemment, moi c'est effectivement la seule solution, me semble-t-il. Et en plus, on est sorti de cette utopie qu'on avait quand on a commencé à utiliser Internet, à se dire que finalement, ces réseaux sociaux pouvaient soutenir, le web pouvait soutenir la démocratie. Il y a quand même aussi, je le rappelle, des périodes qui ont été idylliques, finalement.
au début avec les printemps arabes, avec la campagne électorale d'Obama, etc. Et puis aujourd'hui, on passe de ces périodes idylliques, mais finalement c'est comme dans toute relation, à une censure collective, une censure politique des big tech. Donc effectivement, il y a un apprentissage de l'usage, il y a déjà individuellement et un petit peu collectivement, et par ailleurs au niveau des gouvernements, un cadre législatif qui soit adaptable aussi, qui soit évolutif. Et quand on les voit comme ça, les patrons de Facebook, de Twitter et de Google se prêter au jeu des auditions devant le Congrès américain, c'est quoi? C'est une mascarade ou ça vous inspire quoi? Moi, je crois qu'on a appris des choses essentielles durant ces auditions. Moi, je me souviens de l'extraordinaire représentante de la Floride, Cathy Castor, qui avait interrogé Mark Zuckerberg sur le fait qu'il crée des profils fantômes de gens qui n'étaient même pas abonnés Facebook pour collecter de l'information, y compris de l'information médicale sur ces personnes. Et c'était une chose qui était peu connue. Certains spécialistes en parlaient en disant dès qu'il y a le bouton Facebook, on peut récupérer de l'information sur les gens, mais ce n'était pas complètement connu. Donc je pense que ça a été un peu comme l'affaire Snowden a été un révélateur sur les pratiques des services de renseignement et sur leurs liens avec les grandes plateformes, justement, à l'époque, avec Prism et quelques autres programmes. Je pense que l'affaire Cambridge Analytica, puisque c'est de là qu'est venu effectivement ce flot d'auditions qui continue encore aujourd'hui, pour d'autres raisons et pour d'autres scandales potentiels, je pense effectivement que ce sont des révélateurs. Je dirais même mieux, ceux qui disent « Regardez, ça n'a pas changé ces plateformes », la preuve c'est qu'elles ne perdent pas véritablement d'abonnés. C'est vrai, parce qu'il y a un effet d'inertie. Il y a eu un soubresaut à un moment de personnes qui voulaient boycotter Facebook, ça n'a pas vraiment pris. Du fait du rapprochement avec WhatsApp, ce dont vous parliez tout à l'heure. Mais de facto, aujourd'hui, ce sont les investisseurs qui se rendent compte qu'il y a un risque sur la pérennité. Les derniers à en avoir parlé, c'est assez étrange, c'est Palantir, vous savez, la société sulfureuse créée par les fonds de la CIA, sur le big data. Et qui travaille avec les renseignements français. Absolument, à mon grand regret, pour tout vous dire. Pour traiter les masses de données et d'informations sur le terrorisme collectées. Ouais. Mais de fait, cette société, quand elle a rempli ses documents pour l'introduction en bourse, pour l'IPO, a eu l'occasion de dire les modifications du cadre de régulation des données personnelles pourraient remettre en cause, y compris le business model fondamental de Palantir. Donc, quelque part, ils avertissaient leurs investisseurs sur les risques à venir dans ces domaines. Je crois globalement qu'on est dans une période charnière, dans une période de bascule, où le tout laisser faire, ce que disait très bien l'excellent Charles Michel, le président du Conseil européen, qui disait entre l'autoritarisme chinois, du crédit social, du contrôle systématisé des individus, et le business avant tout des Américains qui a laissé faire ces dérives, il y a une voie pour l'Europe de créer ses propres technologies éthiques qui pourraient devenir une norme internationale. Comme on a exporté notre RGPD, on pourrait exporter quelque part d'autres technologies, des technologies plus éthiques. Vous revenez à la souveraineté, évidemment. Absolument. Merci beaucoup. Fabienne Billat, conseil en communication et stratégie numérique, experte à l'Institut Sapiens, et Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Merci vraiment à tous les deux pour ces éclairages. Juste après la pause, on va parler d'une info très importante dans le domaine de l'intelligence artificielle open source.